Bienvenue dans le podcast Parents inspirants, parce que chaque parentalité est unique, parce que chaque épreuve, chaque surprise nous construit et nous fait grandir. À chaque épisode, découvrez des histoires de parents, leurs aventures, leurs galères, leurs rêves, les événements qui ont un jour changé le cours de leur vie. 33 semaines plus 6. C'est un moment qui restera gravé pour toujours dans la mémoire de Solène. Elle nous livre aujourd'hui son histoire, ponctuée de douleur, de culpabilité, mais aussi de joie et un peu de magie. Je vous laisse découvrir son témoignage. Alors, je m'appelle Solène, j'ai presque 33 ans en quelques jours. Je suis designer de formation et ma famille est composée de mon compagnon Thomas et de mes 2 enfants, Arthur et Lise. Donc Arthur qui a 4 ans et demi et Lise qui a 13 mois. L'histoire de l'arrivée de Lise, j'ai une grossesse qui était plus difficile que ma première. Je pense que de toute façon, j'ai un utérus assez contractile. J'ai eu des bonnes contractions dès le 4e mois de grossesse, qui ne m'avaient pas inquiétée parce que pour ma première grossesse, j'en avais eu au 5e mois, donc je me disais que tout arrivait un petit peu plus vite parce que mon corps connaissait déjà tout ça et qu'il lançait un petit peu la machine plus tôt. Mon gynécologue me l'avait quand même fait remarquer et je n'imaginais pas du tout qu'un jour je passerais par la case prématurité. J'y prêtais pas trop attention, c'était plutôt quelque chose qui me dérangeait dans mon inconfort, dans mes douleurs quotidiennes. Ça m'empêchait un petit peu de m'occuper correctement de mon fils aîné, c'était plutôt ça qui m'agaçait. J'étais pas dans l'inquiétude du tout, quoi. J'ai démarré une préparation à la naissance avec une sage-femme en libéral. Quelques fois on se voyait, à chaque fois elle me disait ah bah vous ça va pas, alors qu'on était 3 ou 4 dans la salle. Je disais bah ouais j'ai des contractions, je suis enceinte, je suis fatiguée. Je me disais pas que ça n'allait pas, quoi. À force qu'elle me dise ça, j'ai commencé à me dire que quand même, il fallait peut-être que je fasse un petit peu attention. J'écoute un peu plus mon corps. J'ai même fini une fois par prendre un rendez-vous chez mon gynéco. Je voulais qu'il contrôle mon col parce que j'avais eu la veille une soirée avec des bonnes contractions comme si je me mettais en travail. Je m'étais dit quand même, m'en voudrais énormément si le travail s'était mis en route, que j'avais rien fait, que j'avais pas contrôlé. Donc je suis allée voir mon gynéco qui m'a dit que c'était bon, le bébé ça allait très bien, mon col n'avait pas bougé. On se revoyait 15 jours après. Donc je rentre soulagée. Quelques jours après, j'ai mon cours de préparation à la naissance sur les positions. Je venais toujours parce que j'avais toujours pas mal de contractions. J'en avais beaucoup dans la journée et surtout énormément le soir. Pourtant, j'avais l'impression de me ménager le plus possible, à part m'occuper de mon fils et de faire les allers-retours à l'école. J'avais l'impression que je ne faisais rien. Je vois pas comment j'aurais pu faire moins. Il y a quelque chose quand même qui est peut-être un peu déterminant dans cette histoire-là, c'est qu'on a des amis dont leur fils est né avec un jour de prématurité, donc il est né avec 1 mois et 1 jour d'avance. Ça m'a stressée. Je me suis dit, ah ouais, ça n'arrive pas qu'aux autres. On n'avait toujours pas enclenché les travaux, faire la chambre. Et là, ça m'a mis un petit coup de stress et j'ai dit, c'est parti, on fait tout, même si ça va pas nous arriver. Je veux qu'on soit prête, c'est parti, on y va. Moi, j'attendais quand même d'avoir le regain d'énergie du second trimestre que je n'ai jamais eu. Donc j'attendais que ça arrive. Je me suis rendu compte que ça ne viendrait peut-être pas. Il fallait mettre un coup de pied aux fesses et puis se mettre à faire cette chambre. J'aime bien contrôler les choses, donc il fallait que tout soit prêt avant que le bébé arrive. Donc je reviens en cours de préparation à la naissance. Ma sage-femme me dit ça va vraiment pas. J'ai beaucoup de contractions, oui. Et j'ai été voir mon gynéco il y a quelques jours. Mon col n'a pas bougé, donc il n'y a pas de problème. Elle me dit c'est pas parce qu'il n'avait pas bougé il y a quelques jours qu'aujourd'hui il est toujours comme ça. On va faire le cours, mais vous n'allez pas faire beaucoup de positions parce que je veux pas que ça vous mette en travail. Je trouve ça presque un peu ridicule de me mettre un peu à l'écart comme ça. Je me sens entendue, prise en charge un petit peu, sans mes douleurs, parce que c'était quand même des contractions douloureuses,
prise au sérieux. Et en sortant du cours, elle me dit: «Quand même, ça serait peut-être bien que vous alliez faire un tour aux urgences, ça vous permettrait de gagner quelques semaines». Je me suis dit: «Mais de quoi elle me parle?» Elle a pas mis le mot prématurité et de gagner quelques semaines, je comprenais pas du tout parce que moi, j'ai accouché à 6 jours du terme prévu pour mon fils. Moi, bah, voilà, mon utérus était comme ça, mais mon corps était capable de gérer jusqu'au moment où je lui dis: «D'accord», enfin, j'écoute, hein, j'entends tout ce qu'elle me dit. J'ai toujours un petit peu, un sentiment de culpabilité si je vais aux urgences. J'ai toujours l'impression qu'il y a pire que moi, donc c'est pas ma place, je prends la place de quelqu'un. Et donc, bah, je rentre à la maison. Quelques jours se passent, on va, chez ma belle-sœur, une demi-heure de chez nous. J'étais pas bien, j'arrivais pas à m'installer correctement sur la chaise, sur le canapé. Et c'était pas la première fois dans ma grossesse que ça m'arrivait, que j'étais pas bien comme ça. J'éprouvais le besoin d'aller m'allonger. J'avais quand même des bonnes contractions. Je dis à mon conjoint: «On va pas rentrer trop tard». Je vais conduire parce que mais ça, toujours enceinte, j'ai eu besoin de prendre le volant tout le temps pour gérer un peu les secousses de la route, pour pouvoir les anticiper et que ce soit moins désagréable. Là, je me souviens que j'ai eu des contractions, sur la route, bien douloureuses où je soufflais en conduisant. Un soir, je reçois un mail de l'hôpital qui me dit: «Il faut que je remplisse le dossier d'anesthésie pour, l'accouchement». Je m'étais mis dans le canapé, en disant que j'étais pas bien et que donc du coup, pour me passer les idées, pour essayer de gérer un peu ma douleur et de penser à autre chose, je vais en profiter de remplir ce dossier en ligne, comme ça, ce sera fait. Puis vraiment, ça passe pas, j'ai beaucoup de contractions. Vraiment, je me disais: là, si j'étais pas loin du terme, je me dirais que je me mets en travail, quoi. Donc je dis à mon conjoint: «Appelle ta mère». C'était prévu que ce soit elle qui vienne, garder Arthur et on va partir à la maternité, contrôler quoi, voir s'ils peuvent me soulager, voir ce qu'ils peuvent faire. Elle arrive, quelques temps plus tard, me dépose à la maternité parce que cette période-là, les papas ne pouvaient pas rentrer dans la maternité tant qu'on n'était pas, en salle d'accouchement. Il était peut-être 23h, minuit. Je vois une, sage-femme que je trouve, bienveillante, me dit: «Vous êtes pas en travail parce que vous n'êtes ouverte qu'à 1». Je lui dis quand même: «Attention, mon premier, j'étais venue une première fois, on m'avait dit: "Vous n'êtes, ouverte qu'à 1, donc on considère pas que vous êtes en travail"». En fait, j'étais en travail, je suis revenue 4 heures plus tard, en pleurs de douleur. Et moi, quand, je suis pas en travail, je suis pas ouverte du tout. Et elle me dit: «Oui, non, mais en fait, pour un deuxième, on est toujours un peu plus ou moins ouverte à 1, parce que, le passage est déjà fait, donc le col est moins fermé, il est moins tendu, quoi». Je prends au sérieux ce qu'elle me dit. J'ai un bon feeling avec elle, donc OK. Puis je sens qu'elle me dit pas, «Rentrez chez vous, vous avez rien à faire là», quoi. Ça passe pas. Donc elles finissent par, avec l'interne, chercher un médicament plus fort, donc elles me donnent de la codéine, pour me faire passer les douleurs. Ce que je ne comprends toujours pas aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont pas mis le produit pour essayer d'arrêter les contractions. Alors peut-être qu'elles ont jugé qu'il y avait pas assez de contractions au monitoring, je sais pas. Je passe la nuit, en fait, aux urgences dans une salle de pré-travail pour, attendre que les douleurs, passent, mais sans monitoring d'ailleurs. Je me souviens que je vomis une fois là-bas. Je rentre vers 5h du matin, je dors 1 heure et puis je me relève parce qu'il fallait que j'emmène mon fils à l'école. Et à 10h, je crois, j'avais rendez-vous avec la sage-femme de la maternité pour faire, rendez-vous du 8e mois, parce que chez nous, il y a un rendez-vous du 8e mois à la maternité où on accouche et le 9e mois, on le refait avec notre gynéco ou notre sage-femme, en libéral. Je vais la voir, je lui explique que j'ai passé la nuit à la maternité, que je suis crevée. Elle me dit: «De toute façon, ça se voit, vous êtes pas bien du tout, rentrez vous reposer, vous avez rien à faire là». On fait les ordonnances, les dernières, analyses à faire. Je rentre, à la maison, je me dis: «J'ai toujours pas pris de douche depuis hier quand même». Puis en fait, j'en trouve même pas la force. Je me dis: «Je me pose un peu dans le lit, je vais dormir déjà parce que c'est la priorité que je dors». Je m'endors, peut-être 1 heure et je me fais réveiller par des contractions horribles et je dis à mon conjoint: «Demande à ta mère d'aller chercher Arthur à l'école cet après-midi parce que je serai pas en capacité d'y aller. Là, j'ai trop mal, je suis dans le lit, j'ai trop mal». Demande-lui de la ramener chez elle et pas chez nous parce que je crie dans le lit de douleur. Je voulais pas jouer, c'est ce que j'avais le plus peur en faisant un deuxième. Je me disais: «Comment je vais gérer, mes contractions, les premières contractions de travail avec Arthur à côté?» parce que pour lui, j'avais vraiment braillé dans la maternité, j'avais plus aucune dignité. Je me souviens que j'avais honte de moi. Il me dit: «Eh ben, on va aux urgences». Je lui dis: «Ah non, c'est bon, j'ai passé la nuit, j'avais envie qu'une chose, c'est qu'on me laisse tranquille et que je gère ma douleur et que je finisse par me rendormir». Il me dit: «Bah si, quand même, on va aller, je pars du travail, je t'emmène aux urgences». Je dis: «Bon, écoute, appelle le gynéco parce qu'on le connaît,
Donc et je dis: «Appelle le gynéco, demande-lui ce qu'il en pense». Donc quelques minutes plus tard, il me renvoie un message en me disant il m'a dit, de t'emmener aux urgences, donc je passe te chercher. Alors moi, ce qui me gênait le plus, c'est que j'avais pas pris ma douche. J'étais pas dans ma tête, j'en étais pas là, j'avais pas du tout prévu d'aller aux urgences. J'avais des contractions, je pense, toutes les minutes ou toutes les minutes 30. Bon, la chance, c'est qu'on habite vraiment, à côté de l'hôpital, on est à même pas 5 minutes en voiture. J'arrive à l'hôpital. Alors là, pas du tout la même ambiance que la veille au soir. Les urgences bondées de monde et je me sens pas écoutée. Je me demande combien de temps ça va prendre. Tout mon compagnon doit rester dans la voiture tout ce temps-là. J'ai fini par entendre des personnes, il y avait des dames qui discutaient dans la salle d'attente autour de moi, hein, dans les chaises à côté de moi. On entend une qui dit que ça fait 9 heures qu'elle est là. Je dis à mon compagnon, bah écoute, rentre, ça va être très long, quoi. Sauf que moi, j'ai la tête dans mes mains à souffrir atrocement. Et j'entends la personne à côté de moi, qui elle discutait avec une autre qu'elle connaissait pas, mais elles avaient fini par se lier un peu d'amitié, dire ah bah dis donc, elle doit avoir des contractions, elle, que ça, elle a l'air d'avoir bien mal. J'avais l'impression d'être un peu dans un sketch, à me dire mais qu'est-ce qu'elles font là Bon. Et puis, enfin, donc je stressais parce que j'avais tellement mal, je me disais, je vais pas pouvoir tenir comme ça des heures et des heures. Puis en fait, j'ai été la prochaine à être appelée. Donc on me passe dans la salle d'attente des sages-femmes. Là, vraiment, je commençais à me mettre dans des positions de travail, hein. Maintenant que je regarde en arrière, je me rends compte que je fais tout ce qu'une femme fait juste avant d'accoucher. Et puis la sage-femme m'appelle, il me dit, viens, venez, je vais vous ausculter. Et je me relève et à ce moment-là, je sens que je perds les os. Je panique, je lui dis ah ça coule, ça coule. D'y rentrer la salle de d'auscultation, déshabillez-vous, on va regarder. J'enlève mon pantalon, ma culotte et là je vois du sang. Là je vrille complètement, je panique au point que je me fais engueuler par la sage-femme. Enfin, en fait, je pense qu'elle a fait ça pour me calmer, pour me faire redescendre un petit peu, parce que là, vraiment, j'ai jamais autant paniqué de ma vie. Parce que pour moi, en fait, je perdais mon bébé. Enfin, j'étais en train de me dire que je faisais une fausse couche, alors que, en fait, j'étais à presque 34 semaines. On m'avait dit d'ailleurs la veille qu'à partir de 34 semaines, on ne mettait plus de produits pour arrêter les contractions, de peur qu'on ne puisse plus se mettre en travail les semaines d'après. Mais là, j'étais encore éligible, on va dire, à avoir le produit pour arrêter les contractions. Donc la sage-femme me dit, je vais vous ausculter, vous inquiétez pas. Elle me fait comprendre que mon bébé va naître et que je suis au meilleur endroit pour que ça se passe. Elle me dit, bon, bah là, vous êtes à deux, donc ça a évolué depuis hier. Elle me dit, je vais vous emmener sur un fauteuil, on va arriver dans une salle, il y aura plein de monde. Donc là, je comprends quand on me dit qu'il y a plein de monde, que c'est grave. Et je lui dis, est-ce que je peux appeler mon conjoint quand même? Elle me dit, oui, dépêchez-vous de l'appeler. Je sais pas si je lui dis, je vais accoucher, mais je lui dis, il faut que tu viennes, c'est grave, quoi. Faut se dépêcher. Il me rejoint dans cette salle. C'est pas une salle de naissance, c'est une salle de pré-travail. C'est un moment qui reste ancré en moi, qui est assez violent parce qu'il y a beaucoup de monde dans une panique que j'entendais plus vraiment les soignants. Et puis j'avais surtout très 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 mal quand on me mettait le monitoring, mes contractions montaient à 90. Je me souviens surtout d'une sage-femme qui s'occupait de moi. Elle arrêtait pas de dire que je voulais la péri, je voulais la péri. Et oui, ben, on va demander, on va voir. Puis après, on vient de me dire, ben, vous avez pas fait votre rendez-vous d'anesthésiste. Donc il va falloir que vous remplissiez ce dossier. On me tend un dossier papier, comme si j'étais en état de remplir un dossier, alors que toutes les minutes, je souffrais terriblement. Donc je leur dis non, non, je vous ai tout rempli hier soir sur Internet, donc vous avez regardé dans les ordinateurs de l'hôpital, tout doit être enregistré. Et je finis par demander à sa femme, enfin à m'énerver un peu. Et je lui dis mais pourquoi on me soulage pas avec une péridurale alors que je souffre atrocement depuis plusieurs heures maintenant? Qu'est-ce qui se passe quoi? Et elle me dit, parce qu'entre-temps on m'avait fait des perfs, on m'avait mis le produit pour arrêter les contractions, et elle me dit on vous met pas la péridurale parce que si on vous met la péridurale, c'est qu'on accepte que vous accouchiez et on veut pas que vous accouchiez. Ah, j'étais entre deux, quoi. Il fallait pas, enfin, moi non plus, je voulais pas accoucher, mais par contre, je voulais plus souffrir, j'en pouvais plus. L'anesthésiste est venu me voir pour me faire mon rendez-vous d'anesthésiste, en fait. Donc, il m'a relu tout mon dossier
où j'ai répondu, que oui, j'étais d'accord avec tout ce que j'avais dit à chaque, question. Au bout d'un moment, on m'a passée en salle de naissance, on m'a fait la péridurale parce que, bah, mes contractions ne s'arrêtaient pas du tout. Bon, je pense qu'elles étaient débordées parce que la sage-femme, qui me disait: «Je reviens dans 1 heure», à chaque fois, elle revenait 3 heures après. Donc on était tous les 2 avec mon compagnon à attendre et puis finalement, mes contractions étaient toujours aussi fortes, mais elles s'espaçaient petit à petit et au bout de plusieurs heures, la sage-femme me dit: «Bah, écoutez, vous avez pas on va vous monter en chambre en grossesse pathologique parce que là, ça se met plus en route. Une petite chance pour que finalement, le produit, fasse effet et que vous n'accouchiez pas, ce soir». On est remonté, il devait être peut-être 2 heures du matin. Là, j'avais espoir, de garder, mon bébé, au creux de moi encore, plusieurs semaines. On m'explique que, le liquide que je perds à chaque contraction, que c'est pas grave, le bébé effet bouchon dans le col et qu'il va régénérer son liquide. Moi, je pensais qu'une fois que la poche des os était fissurée, on pouvait rester que 48 heures, à l'hôpital, et qu'après on était déclenché. Je passe la nuit là-bas. On m'a enlevé la péridurale, mais on m'a laissé le cathéter pour pouvoir, la remettre en urgence, s'il y a besoin. Et on me dit que si, dans 48 heures, je me suis pas remise en travail, on l'enlèvera complètement pour pas, risquer une infection, due à cette entrée, dans le dos. Là, bah, je passe une nuit, enfin, je ne dors pas parce que j'ai retrouvé les douleurs. Et alors, dès que je suis arrivée, à la maternité, on m'avait fait, une piqûre de corticoïdes. Donc il fallait que le lendemain, 24 heures après quoi, j'ai, cette piqûre-là. Donc je pense qu'elle passe pour ça, la gynécologue, puis pour me dire, que, par contre, on a trouvé des traces d'infection dans mon sang et qu'on va arrêter le produit, pour arrêter les contractions parce que maintenant si je me mets en travail, on préfère que j'accouche maintenant plutôt que de risquer une infection, et pour moi et pour le bébé. J'étais déjà projetée dans un séjour long, en grossesse pathologique. Et puis mon compagnon vient me voir et puis, je me souviens qu'il m'a dit, «Ah bah là, ça fait un petit moment qu'on discute et que tu pas eu de contraction. Je vais chercher Arthur à l'école, donc on se tient au courant, pour la suite». En fait, là, ça d'un coup, ça s'enchaîne. Enfin, les contractions sont très, très douloureuses, de plus en plus rapprochées. Je rappelle, la seule sage-femme, j'ai l'impression, parce qu'il y avait très peu de monde, dans le service, vient me voir, mais je lui dis: «Je n'en peux plus, je veux la péri». J'arrivais plus à gérer. Là, c'est un peu horrible à ce moment-là, mais j'ai lâché un petit peu mon bébé, dans le sens où je me suis dit que j'allais mourir tellement j'avais mal. Là, je suis arrivée en mode survie, je crois que j'ai pensé à moi. Que jusque-là, je pensais qu'à mon bébé, à me dire, mince, enfin, il faut que je le garde. Pour moi, il n'était pas viable. Et je crois que c'est la première fois à ce moment-là où j'ai vraiment pensé à moi, à dire je peux plus. Au moment où je dis je peux plus, en plein monitoring, elle me dit OK, elle me prend toutes mes affaires, qu'elle met sur mes jambes sur le lit. Et elle prend le lit comme un brancard. Elle m'emmène en courant dans l'ascenseur. Je me souviens que chaque joint du sol me faisait atrocement souffrir. J'ai l'impression que ça me déclenchait les contractions. Rien que l'entrée dans l'ascenseur était horrible. Et on me descend en salle de naissance. Et là, je suis attendue par une sage-femme, une infirmière anesthésiste qui me rebranche directement. Avant le monitoring, elle m'avait sculpté. J'étais toujours à 2. J'ai dû faire 20 minutes de monitoring, le temps de descendre. Ça a dû prendre 3 minutes de descendre en salle de naissance. Et là, elle me sculpte, la sage-femme de la salle de naissance me sculpte et je suis à 4. Péri ne prend pas et je sens une pointe horrible dans la fesse, où je leur dis j'ai très très mal. Je me demande si je fais pas une réaction aux corticoïdes et elle me dit c'est la tête de votre bébé qui est engagé dans le bassin, vous êtes en train d'accoucher, c'est votre bébé que vous sentez. Donc là, je demande à l'infirmière anesthésiste si je peux me tourner, parce qu'ils nous disent de surtout pas se mettre d'un côté ou de l'autre pour que ça prenne bien des deux côtés. Je lui dis là, faut que je me tourne à droite parce que il faut que ça prenne à droite, quoi. Là, elle accepte. Je pense qu'elle était même là au début de l'accouchement, l'infirmière anesthésiste, qu'elle m'a remis une dose que clairement parce que je commençais à accoucher sans péri, parce qu'en fait, entre le temps qu'elle me mette la péri, on me réausculte et je suis à dilatation complète. Je sais pas, peut-être en 5 minutes, hein, je passe de 4 à 10. Et d'ailleurs, la sage-femme, à ce moment-là, me dit, bah, si vous voulez, vous allez essayer de pousser. Et là, je lui dis, bah non, je peux pas pousser, je suis pas prête. Enfin, pour moi, j'étais pas arrivée à terme, quoi. Donc, je pense que, bah non, en fait, finalement, je réalisais pas que là, j'allais accoucher.
Pour moi, on mettait juste la péri pour me soulager, mais j'allais pas accoucher. Et en fait, elle me dit: «Bon, d'accord, de toute façon, vous êtes pas prête à pousser, on revient vous voir». Donc elle s'en va. Il y a un changement d'équipe à ce moment-là. Enfin, j'avais toujours très mal à droite. En fait, là, j'avais plus qu'une envie, c'était vraiment que le bébé sorte parce que pour moi, c'était la seule solution pour me soulager. Une sage-femme arrive et en fait, c'était celle de la veille. Elle me dit: «Ah, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, j'avais très peur que vous accouchiez hier, que vous n'ayez pas le temps que les corticoïdes, qu'ils n'aient pas le temps de faire effet, sur votre bébé». Elle, que j'avais pas trop appréciée la veille parce que j'avais l'impression qu'elle me cachait les choses et qu'elle voulait pas m'expliquer. Là, je l'ai sentie plus apaisée et en fait, clairement, hein, je pense qu'elle était très stressée la veille, que ça se passe mal et du coup, elle m'a dit: «Si vous voulez pousser, vous poussez» et j'ai poussé. Je crois que j'ai poussé qu'une seule fois non-stop. Enfin, j'ai enchaîné certainement les poussées parce que j'ai pas dû pouvoir réussir à tenir. Enfin, ceci dit, moi, je pousse en respirant. Je bloque pas la respiration comme certaines femmes font. Donc, j'ai poussé non-stop pendant 2 contractions parce qu'elle m'a même dit: «Oui, bah, si vous voulez, vous pouvez continuer entre 2 contractions, il y a pas de souci» et je pense que la péri a fait un peu effet à ce moment-là parce que je me souviens pas avoir eu très mal au moment du passage. Elle m'avait demandé en arrivant si j'avais un projet de naissance. Je lui ai dit: «Oui, voilà, de toute façon, à mon avis, mon projet de naissance, c'est fini, quoi». Je voulais, qu'on ne coupe pas le cordon, tout de suite. J'avais envie qu'on attende qu'il se vide, enfin, pour que mon bébé ait ce qui est de tous les apports nécessaires et qui est ce qui était le mieux pour lui. Elle me répond que bah, de toute façon, dans un cadre de prématurité, c'est comme ça que ça se passe parce que c'est vraiment très important ce qui est dans le cordon ombilical. Donc voilà, je suis plutôt contente. Je lui dis bah j'aurais aimé avoir mon bébé sur moi en peau à peau, mais bon, j'imagine que vous allez m'emmener tout de suite. Elle me dit ça va dépendre. Ce stade de prématurité qui est pas de l'extrême prématurité, des fois on peut avoir un petit peu le bébé. Donc voilà, on vous verra, mais je m'attends à avoir un squelette, un petit oisillon tombé du nid, quoi, vraiment quelque chose qui peut être impressionnant. Et j'accouche très rapidement. Hein. Là, c'est vraiment, c'est passé que bon, c'était un petit bébé, hein, donc c'est pas de déchirure, rien du tout. J'ai poussé et puis elle est sortie. Elle a tout de suite pleuré. On me l'a posée sur moi. Elle a tout de suite fait pipi sur moi. Comme son frère avait fait. Et du coup, j'ai eu l'impression de revivre ce que j'avais vécu avec Arthur. C'était pas du tout un petit squelette, c'était un bébé gonflé certainement par le liquide amniotique. Alors, elle était pas potelée, mais c'était un bébé. On l'a posé, je sais pas, je l'ai eu peut-être 1 ou 2 minutes sur moi. Où elle respirait. Et je crois que je me suis dit, bah en fait, c'est bon, quoi. Enfin, en fait, j'ai mon bébé. Il est juste arrivé plus tôt que prévu, mais c'est bon. On nous a demandé si c'était un garçon ou une fille. On a eu un petit peu de mal à voir. Et puis on était persuadés que c'était un garçon parce que moi j'étais persuadée de ne pouvoir faire que des garçons. J'ai toujours rêvé d'avoir une fille, mais je m'autorisais pas à y croire. Comme il y avait le cordon entre ses jambes, moi j'ai vraiment cru que c'était un garçon. J'ai vu que quand j'ai dit que c'était un garçon, ils avaient un peu tilté. Et puis je pense que c'est mon conjoint qui a dit ah, mais c'est une fille. Et là, on a eu le premier vrai moment d'émotion positive. C'était un petit peu comme une parenthèse dans toute cette épreuve. Oui, on a été émus tous les deux, alors que pour son grand frère, on était euphoriques. Enfin, moi, j'étais euphorique. Me dire que ça y est, je l'avais fait, que j'avais accouché, j'étais dans la découverte de l'accouchement, mais pas dans l'émotion comme là. Là, on était vraiment dans un moment un peu magique, un peu comme si elle nous avait fait une petite blague, un peu comme si elle nous disait hey, coucou, je suis arrivée trop tôt, c'était pour vous dire que je suis une fille en fait, quoi. C'était un petit peu ça. Ça a apaisé un petit peu tout ce qui venait de se passer. Je crois que j'ai eu l'impression de me dire, bah, c'était pas pour rien que j'ai souffert autant, c'était juste pour réaliser mon rêve, quoi. Après, bah, forcément, le protocole a repris. Là, on est dans une salle de réanimation, quoi, à côté. Enfin, ils l'ont aspiré, ils l'ont mis dans un sac en plastique transparent. Mon compagnon a fait des photos, il est parti avec elle, m'a montré ça. Alors, qui, moi, m'ont pas impressionné sur le coup. Alors, on a fait la bêtise d'envoyer cette photo-là à notre entourage tout de suite par message pour dire qu'elle était née. Aujourd'hui, je le referai pas parce que c'est une photo. Ça fait un petit peu sac mortuaire, mais transparent, donc c'est assez impressionnant. Je suis pas sûre que quand nos amis ou famille aient reçu cette photo, c'était bien pris, ou ils aient compris qu'elle était vivante. Bon, on l'a mis dans le texte, hein, mais voilà. Après, elle est revenue me voir quelques secondes. Ils me l'ont apporté pour
et que je lui fasse un petit bisou avant qu'elle monte en néonat avec son papa. Ils sont montés en néonat un certain temps. Moi, j'étais plutôt bien. J'étais très, très, très contente d'être la maman d'une fille. J'étais sur mon petit nuage finalement, alors que c'était un moment qui aurait pu être hyper angoissant parce que je venais d'accoucher bien trop tôt de mon bébé. Et en fait, non, elle a rendu ça vraiment, elle m'a rendu ce moment joyeux. Donc, bah là, ça y est, j'ai envoyé des messages à tout le monde. On a appelé mon fils, enfin notre fils, qui était avec ma belle-mère, pour lui annoncer que c'était une fille, une petite sœur et qu'elle s'appelait Lise. Elle est née à 20h05, donc on a de justesse, il était à quelques minutes de se coucher. Et puis après, c'est enchaîné la prématurité, donc j'ai dû remonter moi d'abord à la maternité. On m'a demandé de manger un peu avant d'aller voir ma fille, donc j'ai grignoté 3 bouchées histoire de dire que j'avais mangé quelque chose, mais moi ma priorité c'était de retrouver ma fille. Quand je l'ai retrouvée là, c'était beaucoup plus lourd parce que là, elle était branchée partout avec un masque tenu par un harnais sur son visage. Alors que j'avais hâte de la revoir pour essayer de découvrir ses traits, enfin de faire connaissance avec elle. Et en fait, ça n'a pas été possible, je trouve, à ce moment-là. Enfin, j'avais l'impression d'avoir un petit alien branché dans tous les sens. Donc, on m'a mis en peau à peau. Là, j'ai pris de plein fouet la réalité des choses, que bah oui, j'étais maman d'une prématurée et que maintenant il fallait se battre pour qu'elle vive. Ce moment-là, c'est pas le meilleur moment pour moi. Ce moment-là, je l'ai subi. J'ai fait le pot à pot parce que il fallait le faire, c'est ce qui est mieux pour elle. On m'a suggéré de rentrer me reposer parce que ça faisait quand même plusieurs jours que je dormais pas du coup, moi, avec toutes ces douleurs, que j'étais fatiguée, qu'il fallait que je prenne soin de moi et que j'aille dormir et puis bonne nuit quoi. Je reviendrai la voir le lendemain matin. Mon conjoint m'a même dit bonne nuit, je rentre dormir un peu, tenir au courant ma maman, voilà. Donc je rentre à la maternité et en fait j'ai un instinct maternel d'un coup là qui me dit mais en fait si je veux l'allaiter, il faut que je tire mon lait. Je me suis débrouillée pour tirer mon lait. On est venu dans ma chambre m'apporter un tire-lait. On m'a tout expliqué comment fonctionnait le lactarium. On m'a expliqué que les bébés préma devaient boire le lait maternel et on pouvait pas leur donner du lait en poudre. Et là, c'est la première fois que je me suis sentie un peu portée, un peu épaulée quoi, par les personnes du lactarium. Donc j'ai mis en place mon allaitement comme ça, à mettre à tirer au début toutes les 3 heures. Alors des fois je dépassais un peu plus parce que bah, c'est dur de se réveiller quand on n'a pas notre bébé qui pleure. C'est quand même une organisation qui est assez lourde, surtout quand on le découvre. Là, je l'ai fait parce que c'était la seule chose qui me rendait mon rôle de mère pour ma fille. C'était un peu insupportable de se dire que maintenant elle vivait grâce à des machines et non pas grâce à mon corps, qui lui avait été défaillant. L'allaitement, il était hors de question que ça ne fonctionne pas. Ça allait fonctionner et de toute façon, dès mon premier tirage, j'ai déjà eu plusieurs millilitres de colostrum, donc c'était parti quoi. Et, c'était peut-être, je pense, un moyen pour moi réparer un petit peu cet accouchement trop tôt. Moi, en m'infligeant la douleur de la mise, parce que ça a été douloureux, la mise en place de l'allaitement. C'était vraiment un vrai combat. Pour moi, l'allaitement, j'ai mis une pression énorme pour y arriver. Mais de toute façon, il y avait que ça que je pouvais faire en fait, quoi. Ça rythmait mes jours et mes nuits. Je me voyais pas juste rester à côté de mon bébé et de voir ma fille se battre pour vivre et que moi je sois sans pouvoir rien faire. C'était ma manière de contrôler les choses. Là, j'ai pu choisir mon allaitement. Aujourd'hui, j'allaite toujours ma fille. Elle a plus d'1 an. On est suivi après plusieurs semaines d'hospitalisation où petit à petit, Lise progressait dans ses acquisitions très vite. Hein. De toute façon, dès le lendemain, ils ont enlevé le masque. Donc, elle a réussi à respirer toute seule. De manière générale, elle progressait toujours, alors très lentement, mais elle progressait. Donc, pour nous, ça allait. C'est vrai que pendant l'hospitalisation, plus dur à gérer pour moi, c'était
Je me sentais jamais à ma place. Quand je rentrais à la maison, parce que j'essayais de rentrer manger ou au moins le dessert avec mon fils le soir, eh ben, je culpabilisais énormément de laisser ma fille toute seule à l'hôpital. Et après, quand je rentrais à l'hôpital, je culpabilisais énormément de laisser mon fils à la maison. Enfin, il a plutôt très bien vécu. Son papa a partagé plein de moments avec lui qu'il n'avait pas le temps de partager avant, parce qu'il a, là, il a eu le droit à un congé pathologique. Malgré que Arthur a pu rencontrer Lise dès le lendemain de sa naissance, parce que les enfants, enfin la patrie était acceptée le mercredi après-midi en néonat, même en réa. Et on a eu la chance que en fait Lise avait été branchée, enfin le masque qui l'aidait à respirer avait été enlevé quelques heures avant que Arthur ne la rencontre. Donc je suis plutôt contente qu'il ait pas vu ça parce que c'était pas très agréable à voir. Même si pour lui, en fait, quand il est arrivé dans la chambre, pour lui c'était comme si c'était normal. Après, c'est vrai qu'il a jamais connu autre chose. Il a jamais été voir un bébé en maternité. Donc bah, lui, sa petite sœur était née. Et c'était sa petite sœur. Il a eu une frustration de ne pas pouvoir la prendre dans ses bras parce que nous, tout le long de la grossesse, on lui avait expliqué que c'est pas parce que il y aurait un bébé que il passerait en second. Hein, il prendrait sa part. Il pourrait lui faire des guilis, lui faire des câlins, nous aider à nous donner la couche quand on la changera. Donc, il s'attendait certainement à avoir plus de possibilités de s'investir. Et puis ça n'a pas été possible forcément dû à la prématurité. Mais lui, il a tout de suite créé le lien avec sa sœur. J'ai l'impression que nous, on a eu plus de distance avec elle parce qu'on était certainement plus impressionnés par les machines, par le service, par l'ambiance qui règne. C'est très silencieux. Enfin, on entend les gloum gloum des machines tout le temps. Ça, c'est très bruyant. Mais il y a une ambiance un peu pesante dans ce service. Ça a toujours été fluide pour lui et le retour à la maison, il est venu chercher sa petite sœur à l'hôpital et forcément quand on rentre d'une hospitalisation d'un mois avec un bébé préma, en fait c'est comme si on a de nouveau un premier bébé parce que tout est différent. On s'attendait à être beaucoup plus à l'aise qu'avec Arthur la première fois. Bon, en fait, avec Arthur, on était plutôt très à l'aise assez rapidement. Là, c'était même un peu l'inverse parce que bah, elle était beaucoup plus fragile. Il fallait faire attention à plein de choses. Il fallait supporter aussi de la voir désaturée de temps en temps. Hein, de la voir un peu s'étouffer puis de la laisser gérer. Et nous, on était plutôt quand même encore dans l'inquiétude à subir un peu tout ça. Et en fait, Arthur, il a joué un rôle énorme dans tout ça. C'est que je pense que il nous a détendu petit à petit, comme si, oui, il nous avait montré le chemin, comme s'il nous avait montré que ben c'était un bébé, quoi, c'était sa petite sœur et que c'était fluide, que c'était normal. Enfin, lui, il a pris la chose avec légèreté, avec naturel. Et petit à petit, on a retrouvé nos places un peu de parents. Lui, il a trouvé sa place de grand frère, Lise a trouvé sa place de petite sœur. Et le quotidien s'est dessiné comme ça. Alors Lise est en bonne santé, dira qu'elle a un petit retard moteur, mais en fait pas tellement plus que son frère au même âge. Mais comme quand on a un bébé prématuré, les pédiatres aiment bien qu'ils suivent des courbes et qu'on puisse les mettre dans des cases. Elle est plus suivie qu'un bébé né à terme. Honnêtement, oui, elle va bien. Elle subit toutes les maladies. Forcément, elle prend de plein fouet tout ce qui passe à la crèche. Mais ça va. Et Arthur et Lise sont très, très complices. Et ils me font bien rigoler tous les deux. Elle a un bon caractère. C'est chouette. Tant mieux. Elle est très entière. Et j'espère qu'ils vont rester aussi soudés et aussi complices pendant de nombreuses années. Ce serait super. Pour ceux qui passent par la prématurité, et même de toute façon pour ceux qui passent par la naissance, je conseillerais, si j'ai un seul conseil à donner, c'est de se faire confiance et de faire confiance à son corps et de l'écouter.
et des fois de prendre de la distance envers les soignants on leur fait toute confiance parce qu'on estime qu'ils sont les mieux placés pour nous dire les choses. Mais en fait, non, c'est quand même nous qui sommes les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour nous et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et que des fois, il faut savoir s'imposer et se faire confiance. Voilà. Et bah, si j'avais un message à faire passer à ma famille, à Thomas, Arthur, Élise, c'est que je suis très fière de ce qu'on a construit. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je suis pas tellement d'accord avec ça parce que c'est vrai que ça nous fragilise. La naissance de Lise a été une épreuve qui nous a fragilisés. Mais on remonte la pente petit à petit et puis on fait ce qu'il faut pour se reconstruire. Et puis de toute façon, on n'est plus une famille de 3, on est une famille de 4 et puis bah, ça va le faire, quoi. On avance jour après jour. Mais je pense qu'on a quand même une jolie famille. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact@parents-inspirants.com. Nous avons hâte de vous lire. À très vite!